Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, on vous accueille tous les jours de 17h à 19h. On vous souhaite la bienvenue. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile de Ménibus. Comment allez-vous Philippe ça va David? Très bien, je pense à quelqu'un. Vous pensez... Et c'est-à-dire C'est la Saint-Thierry aujourd'hui. Thierry. La Fronde. Enfin, je sais pas, je crois que vous en connaissez, hein, c'est pour ça que voilà, vous ça faites fait bien de me le dire, j'ai souhaiter complètement bonne oublié. fête. Ah bon, c'est vrai? Ah ben j'ai complètement oublié. Pardon. Et s'il nous écoute, boum, ça va mal se... Bon, Bonne bon. fête Thierry, désolé. Oui, non mais la fête ça se fête la veille, c'est ça le problème. Moi je depuis souhaite quand presque plus les fêtes que les anniversaires. Ah bon d'accord. Parce que c'est plus rare de souhaiter une fête. Ouais. Et je ne voudrais pas manquer la Saint-Farid. Ouais. La fin, Je vais réfléchir et surtout je vais chercher. Voilà. Exactement. Quoi qu'il en soit, on vous souhaite la bienvenue 0826 300 300 avec Aude qui est avec nous jusqu'à 19h avec au sommaire de cette émission Boualem Sansal, de nouveau condamné à 5 ans de prison en appel par la justice algérienne. Cette décision intervient après la peine de 7 ans de prison prononcée contre un autre Français, le journaliste sportif Christophe Glaise. Condamnation liée à l'interview d'un dirigeant de club de foot. Alors parlons vrai, est-ce que la fameuse riposte graduée du gouvernement français est un échec cuisant? Et à la question, Boualem Sansal et Christophe Glaise sont-ils victimes de la lâcheté de la France face à l'Algérie? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40. Tout le monde est gentil avec moi ici, tout le monde sourit. Des propos signés Sébastien Delogu de la télévision algérienne. Le député LFI n'a pas dit un mot de Boualem Sansal et ni de Christophe Glaise, mais il a dénoncé en revanche le traitement médiatique de l'Algérie par les médias français. Alors parlons vrai, est-ce que cette interview qui tresse des couronnes de laurier à l'Algérie en dénigrant la France vous choque? Et à la question Delogu Alger, LFI est-elle prête à toutes les outrances et compromissions? Vous dites oui à 96%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et on vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir mes amis. Auteur de Me Too Much aux éditions Bonheur Héliopold. de vous revoir. Eh ben nous aussi. Pierre-Yves Martin est avec nous, consultant indépendant. Bonsoir Pierre-Yves Martin. Pierre-Yves. Bonjour. Pourquoi vous Bonheur riez? partagé aussi. Non, c'est Philippe qui m'amuse. Mais c'est plutôt bien de commencer l'émission avec un Lequel? Il y en a deux. Philippe Bilger. Ah Il y en a d'accord. au moins un que je fais rire. Voilà. Mais tu me payes grassement, c'est pour ça. Farid Temsamani est avec nous, porte-parole de l'association Banlieue Plus et délégué général du think tank France Fier. Bonsoir. Bonsoir. Cécile, bonsoir Philippe, Et bonsoir on à tous. est aussi ravis de vous retrouver. Pareillement. Et je tiens à signaler, je vous remercie Philippe David de m'avoir dit que c'était la Saint-Thierry. Je viens d'avoir ce fameux Thierry qui a répondu « Ah, enfin !» par texto. Voilà, comme ça. Thierry, je t'embrasse et je compatis. Je dis ça, je dis rien, je suis pour la paix des ménages. Avec ce numéro, le 0826 300 300. Et c'est Linda de Pau qui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir Linda. Bonsoir Linda. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas d'être auditrice fidèle de Sud Radio. Et vous vouliez revenir sur l'abstentionniste. Oui, c'est ça. On a compris. Non, les abstentionnistes n'ont pas le droit de se plaindre. Oui, en fait, c'est un petit peu ça. C'est qu'actuellement, on se rend compte qu'en France, on râle beaucoup. Il se passe énormément de choses qui sont, mais je trouve, tragiques pour notre pays, qui est beau, qui est grand. Et personne ne réagit. Et quand il arrive les élections, et ben tout le monde se range d'un côté pour faire barrage contre je ne sais trop quoi. Et du coup, on prend pas les bonnes décisions au moment où il faut, je pense. Donc j'aimerais que les Français se mobilisent beaucoup plus, soient un peu plus tranchés dans leur façon d'être et cessent un petit peu de donner au travers de tout ça des leçons un peu à tout le monde. Dans les autres pays, il faudrait que tel pays se dresse contre la dictature, comme machin, comme ceci. Et en France, au final, on fait pas grand-chose. On reste toujours sur nos acquis, je sais pas Oui. si c'est des acquis aujourd'hui, mais... On va faire réagir Linda, si vous le permettez. Philippe Bilger. Linda C'est vrai veut que- dire par son propos que la France a beaucoup d'efforts à faire et qu'elle est dans une situation guerre brillante et qu'on n'a pas de leçons à donner à l'étranger, sauf pays qui sont des dictatures. Je la rejoins totalement. Moi, je crois surtout que Linda, elle dit que les Français qui ne vont pas voter feraient bien de s'abstenir de râler s'ils s'abstiennent aux élections. Vous êtes d'accord avec ça, Pierre-Yves Martin? Oui, Philippe, je pense qu'il faut qu'on soit chacun acteur de notre propre vie. Et c'est vrai que c'est un peu, certainement trop facile de voter blanc ou de ne pas se rendre aux urnes pour marquer
son choix et après commenter, critiquer, contester. Mais c'est vrai aussi que l'offre politique actuelle n'a pas non plus complètement convaincu la majorité des Français sur leur sérieux, leur implication, et voilà. Alors beaucoup, Farid, ne sont pas en accord avec ils ne votent pas parce que aucun ne leur plaît non plus. Donc il y a la majeure partie, à mon avis, du peuple français, en fait, ne se retrouve plus dans l'échiquier. Et puis surtout, les trahisons successives. Souvenez-vous, à chaque fois qu'on pense découvrir un nouveau président qui va complètement changer les choses, etc. Souvenez-vous, François Hollande, mon ennemi, c'est la finance. Bon, on sait ce que ça a donné. Et donc, du coup, vous avez derrière des gens qui sont aujourd'hui complètement désabusés. Mais en fait, ça s'explique également, selon moi en tout cas, sur pas mal de choses. Nous sommes un pays hyper centralisé, hyper politisé. Et moi je pense, contrairement à d'autres pays, qu'il faudrait peut-être moins donner d'importance justement à la politique. Il y a des choses très belles dans notre pays et qui ne nécessitent pas forcément une vision politique ou quoi que ce soit. Néanmoins, l'histoire nous a donné l'idée que l'on devait absolument s'occuper d'autres visions sur la planète, qu'on devait forcément critiquer d'autres pays. Et je pense, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, je pense qu'à l'heure actuelle, on n'est pas forcément les mieux placés pour se permettre de donner des leçons à d'autres. Merci en tout cas Linda pour ce sujet, vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour et c'est un plaisir de vous avoir dans un instant. Et il ne faudra pas s'abstenir au qui c'est qui l'a dit. Ah bah non, ça faut le rappeler. De toute façon, personne ne s'abstient, c'est bien notre problème. Pour le coup, ça va dans l'inverse. S'il répondait rien, on serait ennuyé aussi quand même. Alors, non, je ne répondrai pas. Je ne suis pas une balance. Philippe Bilger, dans un instant, le réquisitoire. Le procureur général d'Aix-en-Provence voit la justice vraiment en noir. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus et ce numéro de téléphone 0826 300 300, on vous attend. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix, jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous, Pierre-Yves Martin, consultant indépendant, et Farid Temsamani, porte-parole de l'association Banlieue Plus et délégué général du think tank France Fière, avec Philippe David, qui a l'air en forme. Oh bah, comme vous, oui. En forme. Et je tiens vraiment à souhaiter bonne fête à Thierry. Oh, ça suffit. Méchanceté. En fait, vous n'êêtes qu'une boule de méchanceté. Voilà ce que j'avais vous dire, Philippe David. Dans un instant. Une boule. Oui, une boule. Qui enroule. Les trois mots dans l'actu dans un instant. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on ? On va parler de la France qui tente de résister à la chaleur, de François Bayrou qui tente de résister à la motion de censure. On va revenir aussi sur ces condamnations de 2 Français en Algérie, Boualem Sansal et Christophe Glaise. En 3 mots, canicule, motion et condamnation. On en parle dans un instant. Tout de suite le réquisitoire. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur la vision assez noire de la justice du procureur général Rastoul que vous voulez requérir, monsieur le procureur. C'est un magistrat que j'estime que je connais un petit peu, procureur général d'Aix-en-Provence. Franck Rastoul, en effet, qui a fait un discours qui est, selon l'habitude judiciaire, fait beaucoup dans la sinistrose. J'entends bien que la justice doit être réformée, qu'elle est sans doute en crise, mais je ne suis pas persuadé que le défaitisme permanent soit la meilleure manière de régler les problèmes. Ceci étant dit, il met en cause l'état lamentable de la justice criminelle dans son ressort, où on a la bagatelle de 161 détenus en attente, en souffrance, et dont on peut craindre que si on ne règle pas d'urgence le problème, on soit obligé d'en libérer un certain nombre à cause des délais procéduraux qui imposent des obligations de cette nature. Donc, il n'a pas totalement tort, mais mon Dieu, un jour, plus d'enthousiasme et moins de gémissements. C'est vrai que 161 détenus pour raison criminelle qui pourraient être libérés vu les délais de jugement, ça pose question quand même. Mais non seulement ça pose question, mais finalement, n'a-t-il pas raison de tirer la sonnette d'alarme, d'être d'une certaine manière un lanceur d'alerte, puisque lorsque ces criminels sont libérés sur des considérations qui ne sont pas de fond, finalement, on se plaint, la société est complètement outrée et à juste titre. Et puis, lorsque on oublie, finalement, c'est bien d'avoir de temps en temps des lanceurs d'alerte, en plus qui sont, moi je trouve très courageux finalement, parce qu'il est en poste.
qui va pas lui valoir, à mon avis, que de la promotion, choses, en tout cas, de la part de sa hiérarchie. Et moi, je trouve qu'au contraire, quelqu'un qui, du métier, tire la sonnette d'alarme, c'est une chose. Je terminerai sur la justice, sous le contrôle de Philippe. C'est un élément qui est tellement essentiel et tellement, aujourd'hui en tout cas, qui est tellement sensible. Et on se rend pas compte finalement que on a un pouvoir politique qui ne prend pas à bras le corps, à mon avis, la question. Allez, Pierre-Yves. Oui, moi je suis complètement d'accord avec vous. Je trouve que c'est bien de faire écho d'une vraie réalité et qui a peut-être été un petit peu altérée dans l'image de ces dernières années. D'abord parce que le budget de la justice a connu une augmentation, des moyens supplémentaires, et ensuite parce que quand on est garde des Sceaux, quand on est un garde des Sceaux comme Dupond-Moretti ou comme Monsieur Darmanin, on maîtrise parfaitement bien la communication et donc du coup l'opinion publique peut avoir tendance à oublier quelle est la vraie réalité plus sombre de la justice française. Et puis pour rappeler, Gérald Darmanin propose aussi de modifier les EHPAD fermés pour accueillir des détenus aussi, pour éviter cette surpopulation carcérale. Allez, tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont canicule, motion et condamnation. L'Hexagone suffoque, 38 degrés à Paris cet après-midi en vigilance rouge comme 15 autres départements. Un ouvrier de chantier meurt à Besançon. L'État impose des aménagements des postes de travail. François Bayrou devrait échapper à sa 8e motion de censure déposée par le PS. Le RN ne devrait pas la voter, pas aujourd'hui en tout cas. Et puis 5 ans de prison ferme pour Boualem Sansal en Algérie. La cour d'appel confirme le verdict de première instance. Décision alors qu'un autre Français, Christophe Glaise, écope lui de 7 ans de prison pour l'interview d'un dirigeant de club de foot. Les vraies voix Sud Radio. Vigilance rouge dans toute l'Île-de-France, le centre Val-de-Loire, l'Aube, Lyon et la Vienne. Ces habitants du dernier étage d'un immeuble haussmannien de la capitale se mettent en mode survie face aux chaleurs extrêmes. On essaye d'aérer les matins très tôt et on fait marcher le ventilo à fond, quoi. On est équipé avec brumisateur, bouteille d'eau, on essaye de s'adapter. On a des tours en zinc, on n'a pas le droit de mettre de clim parce qu'on a peur à toucher aux façades extérieures des immeubles. On a du béton, c'est difficile d'avoir du frais naturellement, quoi. Témoignage recueilli par Clément Barguin. 38 degrés cet après-midi à Paris. L'État impose des mesures d'adaptation des postes de travail les plus pénibles, des horaires aussi. L'accès par ailleurs à 3 litres d'eau par jour. À Besançon, un ouvrier de 35 ans est mort hier soir de retour du chantier après s'être plaint toute la journée de la chaleur selon ses collègues. Quant au débat, pour ceux qui sont à l'intérieur, quant au débat sur l'installation de la climatisation, attention, c'est pas forcément une bonne réponse universelle partout et tout le temps, répond la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. C'est pas blanc et noir. Il faut climatiser pour les personnes vulnérables et leur permettre d'avoir un répit. Mais en revanche, il ne faut pas en faire partout, sinon on risque de réchauffer. La thermodynamique est très claire. Quand vous refroidissez une pièce, vous avez besoin de réchauffer pour avoir ce froid et donc vous réchauffez nécessairement un autre espace. En particulier, vous réchauffez la rue, ce qui renforce l'effet îlot de chaleur dans du bâti, qui est notamment du bâti vertical et très minéral, sans arbres, sans prairies. Les effets îlots de chaleur vont renforcer de 4, 5 jusqu'à 8 degrés le ressenti de la température. Alors au-delà des 16 départements en vigilance rouge, en tout cas presque tout l'Hexagone est en orange, ou pour le moins en jaune. Seuls en fait 5 départements côtiers entre la Bretagne et le long de la Manche échappent à la vigilance aujourd'hui. Et le deuxième mot, motion, François Bayrou devrait échapper à la censure d'aujourd'hui. Le Premier ministre devrait survivre, oui, à sa 8e motion de censure, un texte déposé par les socialistes sur les retraites, mais qui, faute des voix du RN, ne devrait pas passer, sauf énorme surprise. Ce serait pour le coup une grosse surprise, pas passer aujourd'hui en tout cas. Le Rassemblement national renvoie en fait au vote du budget à la fin de l'année. Donc voilà, le temps du gouvernement Bayrou est compté, mais c'est peut-être pas pour aujourd'hui. Oui, pas pour peut-être les vacances, Philippe. Oui. Il tient, moi, ce qui compte, je suis l'un des rares défenseurs de la méthode politique de François Bayrou et je suis heureux de le voir durer. Que vous résumeriez comment alors ? Une intelligence politique qu'on prend pour de l'immobilisme. D'accord, ok. Ah oui. Vous pensez que c'est la dernière motion de censure à laquelle il va échapper et que ça va tomber avec le budget ou pas? Ah non, ça va, là il y a le budget. Oui, il y a le budget, c'est là où le contraire risque de tomber, voilà. Oui. Moi, j'ai ici même d'ailleurs, je crois que j'avais évoqué le fait que potentiellement le président de la République pourrait changer de Premier ministre en réalité.
Et donc du coup, le François Bayrou ne tomberait pas sous une motion de censure. La réalité, c'est qu'on le savait lorsqu'il a été nommé, et je reviens pas sur les conditions qui ont poussé à sa nomination, en tout cas, puisqu'il a forcé à l'époque notre président de la République complètement sonné. La réalité, c'est qu'on savait pertinemment qu'en fait, on serait dans l'immobilisme complet jusqu'à la prochaine présidentielle. Et dans l'état d'urgence, on parlait de la justice tout à l'heure, mais sur un certain nombre des tas de sujets, en réalité, notre pays ne peut pas se permettre cet immobilisme. Et moi, je pense qu'en fait, les Français vont le payer encore très cher. Alors, en tout cas, même au moment du vote du budget, l'assurance vie du gouvernement Bayrou sera peut-être l'inéligibilité de Marine Le Pen, puisque s'il y a motion de censure adoptée à ce moment-là et dissolution, le problème c'est que Marine Le Pen ne peut pas se représenter, ce qui même au moment du budget sera toujours vrai. Mais à votre avis, le RN a raison de ne pas voter la censure, parce que d'après ce que j'ai entendu, leurs électeurs dans les circonscriptions voulaient la censure. Oui, mais je trouve que le RN, avec cynisme et intelligence, sait se dissocier. Je ne dis pas que la sincérité le gouverne, mais l'habileté. Ouais. Philippe a raison, il y a un enjeu de continuer à démontrer une pseudo-légitimité de ce parti politique, et ça passe effectivement par une capacité à s'abstenir dans des motions. Moi, je suis pas d'accord pour une raison très simple. On parlait tout à l'heure de la défiance des Français vis-à-vis de vis-à-vis des politiques au sens très large. Lorsque vous annoncez dans un programme que la retraite c'est pas 64 ans, etc., et qu'au final vous avez la possibilité, ne serait-ce que symbolique, de censurer et que vous ne le faites pas, je pense qu'en fait, en réalité, vous écartez de votre base électorale. Allez, troisième mot, condamnation. La Cour d'appel confirme le verdict de première instance contre Boualem Sansal. 5 ans de prison ferme pour avoir évoqué la souveraineté marocaine sur le territoire disputé du Sahara occidental. L'écrivain franco-algérien avait été mis en cause peu après la prise de position de la diplomatie française en faveur du Maroc sur ce dossier. Sa condamnation se confirme en appel donc, alors qu'un autre Français, le journaliste sportif Christophe Glaise, est lui condamné pour avoir interviewé un dirigeant de club de foot opposant au pouvoir central algérien. Des décisions clairement politiques, analyse l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt. Boualem Sansal n'a pas eu droit à un avocat. On a refusé le visa à Maître Zimré. Son avocat est arrivé 3 jours après le jugement en appel. Il est arrivé hier en Algérie pour le verdict d'aujourd'hui. Et puis Christophe Glaise, il est condamné parce qu'il a enquêté sur la JSK, qui est le club de la jeunesse socialiste kabyle, qui est le grand club de football kabyle. Et il se trouve que le président de la JSK est un autonomiste algérien. Il est condamné parce qu'il a rencontré un autonomiste algérien. Donc voilà, ce sont des décisions politiques, il n'y a pas d'autre mot. L'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, avec André Berkoff ce midi sur Sud Radio. François Bayrou, de son côté, dit espérer une grâce présidentielle en Algérie. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant, le grand débat du jour avec cette nouvelle condamnation, vous l'avez entendu, en Algérie. L'écrivain Boualem Sansal écope donc de 5 ans de prison en appel, peu après les 7 ans infligés au journaliste français Christophe Glaise de SoFoot. Alors parlons vrai, est-ce que la riposte graduée du gouvernement est un échec cuisant? Et à la question, Boualem Sansal et Christophe Glaise sont-ils victimes de la lâcheté de la France face à l'Algérie? Vous dites oui à 95%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Arnaud Benedetti sera avec nous, fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal, rédacteur en chef de Revue Politique et parlementaire, sera avec nous dans quelques instants. Soyez les bienvenus. Si vous voulez réagir, c'est maintenant 0826 300 300. On vous attend. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix de 19h et plutôt de 17h à 19h et non de 17h à 19h. Enfin, vous avez bien compris que je m'étais encore gourée dans les horaires. Avec autour de cette table Philippe Bilger qui est avec nous avec sa petite chemise d'été. Ah oui, on l'a. On sent. C'est justifié. Oui, c'est justifié. Mais vous pouvez vous débrider encore davantage. Moi, ça ne me gêne pas. Mais moi non vous plus. avez peut-être très chaud là en ce moment. J'ai très Est-ce qu'on chaud. peut dire manche courte? Manche courte, absolument. Et a priori en lin.
Je préférais parler de Cécile, vous voyez. Voilà, c'est ça. Il y a une façon de retourner la situation, bien entendu. C'est une grande modestie de sa part. Oui, bien sûr. Donc Philippe Bilger est avec nous, auteur de Mytho Much aux éditions Héliopold. Pierre-Yves Martin, consultant indépendant. Farid Temsamani qui est avec nous, porte-parole de l'association Banlieue Plus et délégué général du think tank France Fière. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On a tendu la main à l'Algérie. Qu'a-t-on eu en retour? Donc il faut aujourd'hui ce rapport de force. Encore une fois, avec l'Algérie, c'est 0 centime, 0 visa. Une fois fait ces déclarations, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien parce que l'Algérie ne bougera pas par rapport à ça. Il y a des situations qui sont incompréhensibles pour les Français, qui sont inacceptables pour le gouvernement et qui doivent déboucher désormais sur des arbitrages très concrets. Et donc ça, c'est une question de relations diplomatiques que nous devons avoir. Et ce n'est pas à M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, de traiter de ces sujets. Il se prend pour qui, M. Retailleau? Et Boualem Sansal, le nouveau condamné à 5 ans de prison en appel par la justice algérienne. Cette décision intervient après la peine de 7 ans de prison prononcée contre un autre Français, le journaliste de SoFoot, Christophe Glaise, condamné suite à l'interview d'un dirigeant du club de foot. Alors parlons vrai, est-ce que désormais il faut considérer l'Algérie comme un pays qui prend des Français en otage? Et à la question, Boualem Sansal et Christophe Glaise sont-ils victimes de la lâcheté de la France face à l'Algérie? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir? Au délai vraie voix, attendre vos appels au 0826 300 300. Et c'est Arnaud Benedetti qui est avec nous, fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal et rédacteur en chef de Revue Politique et Parlementaire. Bonsoir Arnaud Benedetti, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation à Sud Radio. Philippe Bilger. Nous devons cesser d'évoquer une riposte graduée qui initialement avait été mise en avant. D'abord, laissons graduer. Y a-t-il véritablement une riposte de la France et de la diplomatie française? On peut en douter, parce que je n'appellerai pas riposte à partir de ce que nous, citoyens, savons. Entendons-nous le verbe du ministre des Affaires étrangères, Barrot, et éventuellement d'autres interventions. Ce qui me paraît évident, c'est que, et pardon pour la banalité, mais elle ressort de ces derniers mois, c'est que l'Algérie, et vous le dites très bien, n'est forte que de notre faiblesse au moins apparente. Et non seulement elle est forte de cela, mais elle continue une provocation qui ne trouve pas de résistance. Alors, j'espère tout de même, pour terminer sur une note d'espoir, que la fête algérienne en laquelle le Premier ministre espère beaucoup permettra la libération au moins de Boualem Sansal. Farid Temsamani. Alors moi, je ne crois pas à la libération, malheureusement, ce 5 juillet. Elle interviendra, et je le souhaite de tout cœur pour Boualem Sansal, qui, rappelons-le, est souffrant. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette relation entre la France et l'Algérie, au-delà des deux, malheureusement, cas, c'est une relation qui est... j'allais dire pas forcément ancienne, mais qui est délicate de tout temps. Et nous avons, ni en France ni en Algérie, véritablement donné les conditions pour avancer ensemble. L'Algérie est un pays souverain, tout comme la France, et c'est un secret pour personne, mais les journalistes algériens, comment sont traités les journalistes algériens en Algérie? L'Algérie fait partie des pays qui traitent la justice et traitent les journalistes et la presse de manière la plus catastrophique de la planète. Donc ça n'est pas une surprise. Néanmoins, on a deux personnes, dont l'un est très médiatisé, Boualem Sansal, qui, je rappelle, est franco-algérien et qui normalement est sous le coup de la législation algérienne, puisqu'il a la nationalité algérienne, il me semble. Maintenant, les raisons de son arrestation, et en tout cas les raisons, pour moi, sont de point de vue, nous, Français, complètement catastrophiques, complètement incompréhensibles. Néanmoins, les Algériens, sur un sujet aussi sensible que celui-ci, en fait, ont leur point de vue. Et ce que sans vouloir défendre, absolument pas, parce que c'est indéfendable, l'Algérie sur ces situations-là, il faut se mettre à la place de ce pays-là. Nous, en France, sur des sujets tels que la collaboration à l'époque avec le régime de Vichy, ce sont des sujets qui sont hyper sensibles et qui ont été traités. D'ailleurs, en Algérie, ce sont des sujets qui sont encore tout frais. Et ce qu'on reproche à Boualem Sansal, encore une fois, je condamne l'arrestation et la condamnation, la manière dont il est pris en otage entre la France
France et l'Algérie, mais ce sont des sujets sur lesquels en fait la diplomatie doit agir. Et là, je terminerai sur un dernier point. On a eu un certain nombre de ministres, et notamment le ministre de l'Intérieur, qui a commencé à annoncer un certain nombre de choses, de réponses graduées ou quoi que ce soit. Je pense que ça n'est pas comme ça que l'on traite les choses. Et de toute manière, ça n'est pas comme ça que le président de la République voit les choses, puisqu'il lui a dit que c'était une fin de nous recevoir. Pierre-Yves Martin. Moi, je suis très ennuyé avec ce terme de lâcheté. Je pense que nos deux amis français sont victimes de la dégradation brutale de la relation entre la France et l'Algérie. Mais pas de la lâcheté de la France face à l'Algérie. Je pense qu'on a un vrai sujet en France. C'est que on n'arrive pas à imposer, à dépasser. C'est pas le sens de la question. Le sens de la question est de dire aujourd'hui, est-ce que la France n'est pas lâche par rapport à ses ressortissants français? C'est bien. Mais pas que. Excuse-moi, il y a aussi les OQTF. Pas avant, c'est juste maintenant. Oui, mais le maintenant est alimenté par le passé et par notre posture de. Et il y a aussi, pour extrapoler, les OQTF que l'Algérie ne veut pas reprendre, etc. C'est pas le seul dossier, d'ailleurs. C'est pas les seuls dossiers, pardon. Mais vous avez le droit de parler quand même. Merci beaucoup. Non, je pense qu'il y a un vrai sujet de posture. Alors, je ne sais pas si elle est juste, mais elle doit être assumée de la France par rapport à l'Algérie. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si le tempérament algérien est toujours dans un esprit belliqueux ou pas. C'est ce qui peut se dire. Ce que je sais par contre, c'est que les gouvernements français respectifs louvoient en permanence en ayant une communication tantôt un petit peu forte et tantôt très faible en coulisses. Et en fait, c'est ça c'est profondément ça qui me gêne, et j'ai l'impression, Cécile, que en fait tout cela est alimenté par cette espèce de peur, d'incapacité à assumer ce qui s'est passé dans la période coloniale, et qu'on n'arrive pas à tirer le trait. Et enfin, parce que la France a enfin pris une position par rapport au Maroc et au Sahara, et que c'est ça qui, pour ma part, a alimenté une aggravation. Arnaud Benedetti est avec nous, un fondateur du comité de soutien de Boualem Sansal et rédacteur en chef de cette revue politique et parlementaire. On vous avait dit bonjour tout à l'heure, mais vous étiez totalement déconnecté. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler, comme on l'a écrit dans la question, est-ce qu'on peut parler de lâcheté de la France vis-à-vis de l'Algérie ? Non, moi ce que je note finalement depuis 7 mois, depuis le début de cette affaire et l'arrestation de Boualem sur le tarmac de l'aéroport d'Alger, c'est que la France a fait preuve d'une extrême retenue dans, j'allais dire, sa relation avec l'Algérie. C'est bien la stratégie dominante, ce que l'on a appelé la stratégie diplomatique, qui a été largement conduite par les autorités de ce pays. Aucune des mesures d'ailleurs annoncées par Bruno Retailleau n'ont été mises en œuvre. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau a toujours, lui, considéré que c'était une réponse graduée qu'il fallait apporter. Alors, aujourd'hui, force est de constater, moi je reconnais un arbre à ses fruits, vous savez, c'est important, force est de constater sur cette affaire, en tout cas Sansal, depuis 7 mois, c'est que l'avocat principal, Maître Zimré, n'a jamais eu de visa parce que tout simplement, il faut le dire, les autorités algériennes ne voulaient pas d'un avocat juif à Alger. Que Boualem Sansal, qui quand même a le droit à la protection consulaire, il faut le rappeler puisqu'il est franco-algérien, cette protection consulaire ne lui a jamais été accordée dans la matière, et qu'on se retrouve maintenant, au bout de 7 mois, avec une condamnation ferme qui a été confirmée ce matin en appel à 5 ans d'emprisonnement. Donc, force est d'observer que la stratégie qui a été celle de l'exécutif français n'a pas eu véritablement de résultat quant au sort, pour l'instant, de Boualem Sansal. Et je note que la stratégie de réserve et d'hyper-discrétion, voire même de silence absolu, qui a été celle qui a été mise en avant pour Christophe Glaise, ce jeune journaliste qui est qui est en Algérie depuis maintenant le mois de mai 2024, si je ne m'abuse, c'est-à-dire sous contrôle judiciaire, n'a pas eu plus de résultats, puisque là, en l'occurrence, on a appris sa condamnation à 7 ans de prison ferme. Donc, dire qu'aujourd'hui la France a eu une stratégie qui était une stratégie à la fois
de fermeté et de diplomatie. Non, la France n'a eu qu'une stratégie de diplomatie avec un gouvernement et un État algérien, un pouvoir algérien qu'il ne faut bien évidemment pas confondre avec son peuple, ça je crois que c'est important, qui s'efforce d'imposer tous les jours un peu plus un rapport de force aux autorités françaises. C'est un constat factuel que je fais, mais je crois que chacun peut s'accorder, je veux dire, sur cette situation-là. Vous pensez qu'il faut hausser le ton face à l'Algérie, ou vous pensez que comme maintenant le seul espoir pour Boualem Sansal soit une grâce du président Tebboune, il faut directement que Macron se mette en contact avec Tebboune? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Un petit mot de Linda qui est au 0826 300 300. Linda, vous vouliez réagir? Écoutez, il y a pas mal de choses à dire, donc je vais essayer de faire assez court. Je pense que déjà cette histoire de Monsieur Sansal est arrivée au moment où l'Algérie ne voulait pas reprendre les OQTF. Donc ça a donné à Monsieur Retailleau le truc pour attiser encore plus la haine, on va dire, ou les méchancetés envers l'Algérie. Ensuite, il faut savoir quand même qu'au début, Macron avait un petit peu délaissé le Maroc pour essayer de faire en sorte d'arranger les liens avec l'Algérie. Quand il a vu que ça s'était pas passé comme il voulait, il est revenu vers le Maroc en reconnaissant justement le Sahara occidental. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, il voudrait que l'Algérie les voit comme des personnes respectables et tout ça. En face, on a des militaires. En Algérie, c'est un régime militaire. Oui. Ils aiment les gens, je pense, ancrés, fiables, qui tournent pas leur veste. Et dernièrement, sur ces dernières années, les politiques français tournent pas mal leur veste, un peu à droite, un peu à gauche, un peu. Et je pense qu'ils sont tout simplement pas pris au sérieux. Et je pense tout simplement aussi que ça a desservi la cause de M. Sansal. Très sincèrement, je pense que dès le début, la France aurait dû se taire sur ce sujet, mener peut-être une diplomatie de façon très discrète, mais absolument pas faire face comme ça. On va commenter. Alors, Linda, je vais dire une chose sur Christophe Glaise. Ça n'a pas été médiatisé parce que sa famille ne voulait pas que l'affaire de touchant leurs proches soit médiatisée. Ça a été médiatisé pour Boualem Sansal, et dans les deux cas de figure, malheureusement, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Enfin, si, il s'est passé le pire pour les deux. Oui. Arnaud, est-ce que pour le combat en faveur de Boualem Sansal, dont vous êtes l'une des figures phares, j'ai l'impression tout de même de l'extérieur que on aurait pu mener une lutte encore plus vigoureuse pour soutenir Boualem Sansal. Est-ce que vous avez cette impression, ou est-ce que je me trompe? Et vous savez, c'est extrêmement difficile pour un comité de soutien aujourd'hui de savoir quelle est la bonne stratégie. Ce qui est sûr, c'est que on nous a reproché de parler trop, on nous a reproché de mobiliser trop, on nous a reproché de médiatiser trop, on nous a reproché d'être trop critique vis-à-vis du régime algérien, qui pourtant mérite beaucoup de critiques. C'est un régime, il faut le rappeler, c'est une dictature, clairement. Aujourd'hui, les intellectuels critiques sont poursuivis. En Algérie, Monsieur Daoud, qui vit en France, fait l'objet de deux mandats d'arrêt internationaux d'Interpol. Le jeune caricaturiste Gilas Saïnouch a été condamné, heureusement il est réfugié en France, à 30 ans de prison. Je rappelle quand même que le régime algérien a essayé, il y a un an, d'enlever un influenceur d'opposition algérien sur le territoire français. Donc ce régime, très clairement, n'est pas forcément toujours, c'est le moins qu'on puisse dire, respectable. Donc ça, c'est une réalité. Après, aujourd'hui, au moment où je parle, moi, c'est-à-dire que nous, on a le principal souci, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui a 80 ans, qui est malade, qui est en prison pour des motifs totalement fallacieux, parce qu'il a tout simplement été libre de son expression, sorte le plus rapidement possible. Ce que l'on croit, en tout cas, et ce que l'on espère, en tout cas, c'est que, en effet, dans quelques jours, le président Tebboune puisse procéder à une mesure de grâce, sachant que toute la difficulté du régime algérien, je crois, c'est que c'est un régime. J'ai un de mes amis algériens qui dit c'est une dictature sans visage, l'Algérie. C'est un peu vrai, c'est-à-dire que le président Tebboune, et encore faut-il qu'il soit sincère, même le serait-il, et voudrait véritablement procéder à cette mesure de grâce. Il n'est pas seul à décider en la matière. Donc, il y a un sujet de ce point de vue-là, et qu'il y a des clans
qui s'affrontent au sein même du pouvoir algérien, entre ceux qui sont prêts peut-être à faire une concession parce qu'ils se rendent compte que d'une certaine manière, emprisonner un écrivain âgé, ce n'est pas pour l'image du régime quelque chose de très positif, et que ça isole un peu l'Algérie, ça isole même beaucoup l'Algérie, et puis ceux qui considèrent non, il faut toujours pousser le rapport de force, être de plus en plus dur avec les Français, être hostile aux Français, parce que c'est, j'allais dire, ça fait partie du récit national algérien. Donc il y a cette difficulté avec laquelle il faut aussi tenir. Après, nous, vous savez, depuis le début, on essaie de mobiliser les politiques. 350 parlementaires, des centaines de maires, de nombreuses collectivités qui se sont par exemple associées à l'opération Je lis sans salle avec David Lisnard. Donc, je crois qu'on est véritablement dans notre rôle. Après, ce dont on s'est quand même aperçu, c'est que ce combat n'était pas partagé politiquement par tout le monde. Et ça, on peut le regretter, en effet. Arnaud Benedetti, on voit qu'il y a plusieurs séquences qui se percutent, en fait. Il y a ces cinq influenceurs que l'Algérie veut récupérer, il y a les OQTF, il y a la communauté algérienne qu'on ne veut pas trop exciter en France pour éviter les dérapages. Est-ce que tout ça c'est pas facile à gérer pour la France et c'est difficile pour eux de prendre une vraie décision? Ouais, vous savez, la vérité, essayer de répondre à votre question, quand vous discutez avec des gens qui connaissent très bien l'Algérie, ou des opposants algériens qui sont bien évidemment en France, je pense à quelqu'un comme Saïd Saadi, par exemple, qui a été le président du RCD, ce mouvement kabyle d'opposition. Il vous explique que le régime algérien, c'est un régime qui, de par son histoire, ne connaît que le rapport de force. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être en mesure d'imposer un rapport de force à ce régime, parce que ce régime ne vous respecte que si vous lui imposez un rapport de force. Alors après, j'ai entendu un de vos intervenants dire, et il avait raison, dire que la position qu'a prise Emmanuel Macron vis-à-vis de Tebboune sur le Sahara occidental, moi que je ne discute pas, c'est pas mon sujet en la matière, a été vécue vraisemblablement par Tebboune, pour le coup, comme une trahison. Et Tebboune d'ailleurs a dit dès le mois de juillet dernier, quand il a appris que les Français allaient certainement changer leur position diplomatique sur le Sahara occidental, de toute façon, nous ferons payer, quoi qu'il arrive, si les Français maintiennent cette position, nous leur ferons payer cette position diplomatique. Et encore une fois, l'arrestation de Boualem Sansal a été le premier acte conduit par le président Tebboune pour montrer que, bien évidemment, il fallait faire payer les Français. Pierre-Yves Martin veut réagir. Oui, moi je voulais reprendre votre point sur le rapport de force. Est-ce que, compte tenu de cette confirmation du rapport de force, ou de cette sensibilité au rapport de force, ça veut dire qu'il n'y a aucun espoir, ou très peu d'espoir, que le gouvernement algérien ou la présidence algérienne change j'allais dire de fusil d'épaule, c'est pas très fin de ma part, mais change d'approche, et que du coup il faudra encore des années et des années pour que ce ressenti violent autour de l'orientation de la France pour le Maroc soit dépassé. C'est ça que ça veut dire? Vous savez, le récit anti-français qui est au cœur du régime algérien est le seul point de cohésion de toutes les factions qui dirigent l'Algérie. Ils sont d'accord sur une seule chose, c'est qu'il faut être violemment hostile à la France. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est un moyen aussi de légitimer leur pouvoir par rapport à leur société et par rapport à leur opinion publique. Donc c'est quelque part un subterfuge qu'ils utilisent. Oui, c'est-à-dire que quand même, ce qui est fait depuis des années et des années, en fait, la relation entre la France et l'Algérie est compliquée depuis 1962, pour toutes les raisons que l'on sait. Mais c'est vrai que là, on atteint depuis quelques mois un point d'acmé dans la détérioration des relations entre les deux pays. Et que clairement... Aujourd'hui, le pouvoir algérien n'a peur que d'une chose, c'est que par exemple on s'attaque à la politique des visas, qu'on remette en cause les accords de 68, même s'ils s'en défient, parce que tout simplement la politique des visas, il en a beaucoup besoin, parce que dans une situation économique qui est difficile, dans une situation où il n'y a pas de liberté, avoir la possibilité de faire partir sa jeunesse en Europe et notamment en France, ça joue comme un sas de décompression. Et clairement, ceux qui connaissent bien l'Algérie vous disent, en effet, si vous vous attaquez au visa, ou si par exemple vous vous attaquez à un autre sujet
les biens d'un certain nombre de hiérarques algériens en France, les appartements, etc., peut-être qu'ils seront amenés à changer de position. Voilà. Petit, Farid, très rapidement. Pour rebondir sur tout ce qui a été dit, c'est là qu'on s'aperçoit qu'en vérité, il y a une réelle hypocrisie des deux côtés, tant à Paris qu'à Alger, parce que ce qui a été dit est complètement juste. Et je suis désolé, nous, pays, France, nous ne prenons pas véritablement à bras-le-corps tout ce qui a été dit pour pouvoir résoudre la situation. Est-ce qu'une grâce présidentielle possible? Oui, non? Pour le 5 juillet, l'anniversaire de l'indépendance. Oui, on l'espère, on l'espère fortement, mais si vous voulez, on a un souci, d'abord on n'est pas sûr du tout, on reste très prudent parce qu'on a été largement échaudé depuis 7 mois, donc pour l'instant, vraiment, il faut être très, 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 très réservé, mais il faut l'espérer, et il faut que ça soit une libération sans condition, parce que le risque, c'est que ça soit assorti d'une interdiction de sortie du territoire national, ce qui revient finalement à emprisonner à ciel ouvert Boualem Sansal sans être capable d'ailleurs de garantir sa sécurité parce que depuis 7 mois, la presse aux ordres du régime mène une campagne de lynchage médiatique d'une virulence et d'une violence inouïe contre Boualem Sansal. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir accepté cette invitation, fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous restez avec nous, on garde Linda dans un instant, le qui c'est qui l'a dit avec nos vraies voix du jour. Sud Radio, votre de choix. Oui, là, il y a des bonnes choses. Non, c'est les autres, les hommes politiques et les femmes politiques qui nous inspirent. Voilà, par leur saillie toujours intéressante et amusante. Et autour de la table, vous avez révisé ou pas? J'espère avoir lu un peu. Très bien. Linda, avez-vous révisé? Un petit peu. Un petit peu. Alors, c'est à vous de lancer le jingle. C'est parti pour le quiz. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Écoutez bien, Linda, qui c'est qui l'a dit? La blague, c'est le Premier ministre qui nous gouverne. Il a d'abord trahi les Français et les Françaises. Alors, c'est un président de groupe parlementaire, on vous aide. Bayrou? Non. Fort. Non, président de groupe parlementaire, il n'est pas président de groupe parlementaire. Non, il s'était présenté. Wauquiez. Non. Il s'était présenté. C'est le PS. Roussel, non? Non, PS. Vallot. Oui. Bonne réponse. Ah oui, qui était ce matin. Boris Vallot, président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Qui c'est qui l'a dit? Je l'ai trouvé très drôle celle-là. On me dit tout le temps que je suis la ministre du truc qui a foiré avant moi. C'est une femme, comme elle a dit la ministre, pas de doute. Oui, madame. Celle qui a qui a acheté les 60 millions de vaccins, là. Non, c'est pas von der Leyen. Non, c'est Bachelot. Non, c'est pas Bachelot. Bachelot. Non, c'est pas ministre aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors Rachida Dati. Non. Non, du truc qui a foiré avant moi. Qu'est-ce qui a foiré avant elle, notamment? Beaucoup de choses. Oui. C'est pas Panier. Si. Non, c'est pas Panier Runacher, non, pas du tout. Elle est brune et assez. Elle est très carrée. Et elle a des très grands yeux. Voilà. Avec des lunettes. C'est Berger. Ou l'autre du gouvernement. Oui, budget. Oui, mais c'est qui? Aurore Berger. Mais non, c'est l'autre. Montchalin. Amélie Montchalin. Mais il a dit. Montmorillon. On vous met 3 points. T'as toujours ce problème, Philippe, de retrouver le bon nom. Oui. Donc moi, je propose que tu nous partages tes points, parce qu'à chaque fois, on te soutient dans ta recherche sémantique. C'est discutable, j'ai dit Montmorillon. Mais on était là, on était Montchalin. Oui, Montmorillon, Montchalin, c'est pas la même chose, mais de toute façon. Mais ça commence pareil. Oui, et puis Mont-Blanc aussi, ça commence par la même chose. Arrêtez de chipoter. Non, mais excusez-moi, il a dit budget et quelque chose. Oui. C'est pas mal quand même. Écoutez, Cécile, franchement. Alors que les autres n'ont rien dit. Intolérable. Ça continue. Allez, qui c'est qui l'a dit sur les faux arrêts de maladie? Frauder, c'est trahir. On ne peut pas laisser frauder. C'est encore une femme. C'est pas la phrase du Et siècle. encore une ministre. Ah ben non, mais je l'ai trouvée amusante, celle-là. Frauder, c'est trahir, on ne peut pas laisser frauder. Je ne sais pas. Votre train. Bonne réponse. Et il a dit en premier. Il a dit un peu, oui, j'accepte. Mais t'as bien raison d'accepter, Philippe. Permettez-moi de vous dire que vous n'avez pas le choix. Philippe, il est joueur et arbitre. Ouais, c'est ça, oui. Et puis je me méfie. Et juge aussi. Voilà, qui c'est qui l'a dit, Linda? Je ne sais pas ce que Rima Hassan a de français à part la carte d'identité. Bardella. Non, c'est une femme. Une femme encore. Ah non. Marion Lavalette. Bonne réponse, Marion Maréchal. Eurodéputé.
oui, d'accord. Okay. Qui c'est qui l'a dit? L'écologie du bon sens, c'est faire en sorte que l'on s'appuie sur une énergie abondante, peu chère pour les Français, décarbonée, comme le nucléaire. Linda. Sandrine Rousseau. Non. Non, c'est un homme. Un homme. Ça peut être. Non. Non, un ministre. C'est parmi tous les chouchous de Philippe Bilger. Retailleau. Bonne réponse. Quand vous avez dit des chouchous de Philippe Bilger. Non, j'ai dit parmi tous les chouchous de Philippe Bilger. C'est d'une objectivité, Cécile, indiscutable. Bah oui, je ne permettrai pas qu'on la discute. Voilà. Oh là là, qui c'est c'est vous qui l'avez faite? Oui, c'est à moi. Qui c'est qui l'a dit, Linda, sur 2027? Je ne dis pas que je suis candidate, mais je ne ferme pas la porte. J'assume de porter l'héritage d'Emmanuel Macron. Linda. Attendez, ça je sais, ouais. Moi aussi. Mince, notre ancienne Premier ministre. Non. Bonne réponse, ils étaient en même temps, c'est plus rapide. Ouais, c'est 1,5 point chacun. Bon, allez, on met ou 3 points chacun. Allez, 3 points chacun, on est généreux. Ah bah dis donc, on commence parfois. Ah ça, on va l'entendre. Qui c'est qui l'a dit? Alors ça, je vous assure que dans un an, on s'en souviendra. Parce que mardi, Mais c'est invraisemblable. Qui c'est qui l'a dit? Jean-Luc Mélenchon est un personnage très instruit, très caractériel. Pour dire qu'il a du caractère. Linda. C'est un homme ou une femme? Un homme. Je dirais. Ça peut pas être fort, Ruffin. Non, c'est dans son parti. C'est quelqu'un de son camp. Son camp, ben oui, Ruffin. Panot, non, qui est plus connu pour ses fautes de français, parce que caractériel de l'ONU. Bah là, vous l'avez fait en cœur. Non, alors là, c'est Same time. 3 chacun. Allez, 3 chacun. Mais sur le gong, c'est terminé. Et moi, je vais prendre 12 points, s'il vous plaît, pendant ce temps. Ça ressemble au festival de Cannes. Non, on confond avec l'école des fans. On en est où, Philippe? Eh bien, c'est Philippe Bilger qui s'est imposé. Bravo, Philippe. Bravo. Et pourtant, ça avec des 3 points distribués. Oh, allez, arrête. Non, mais c'est pour vous dire la beauté de la victoire. Devant Farid Temsamani, 9 points. Pierre-Yves Martin, 6 points. Linda a fait le taf quand même. Mais elle avait un trio de choc. Mais Linda, vous avez gagné quand même parce qu'ils viennent tous habiter chez vous tout cet été. C'est bien, non? On vous envoie Philippe Bilger, Farid Temsamani et Pierre-Yves Martin. Ça va pas bien aujourd'hui. On vous prévient, ils mangent beaucoup. Hein. Oui, tout. Là, les 3 font des cadeaux. Heureusement que vous n'évoquez pas quelqu'un. Ce sont des gens qui font très attention. Enfin bref, ils sont propres sur eux, ils ont des petites demandes. C'est particulier, vous allez voir. Vous allez nous les renvoyer très vite, vous allez voir. Oui, mais ça ira très vite, effectivement. Voilà, ça ira très vite. Ça s'appelle avant. Vous savez quoi? Perdez pas votre temps, ne venez pas. On gagne une. Linda, merci beaucoup. On vous fait des gros bisous. Restez avec nous. Et merci de votre fidélité à Sud Radio. Dans un instant, le journal, la météo importante de Rémi André, parce qu'il y a encore beaucoup de chaleur. Et Philippe David? J'en ai marre d'avoir une nounou. Mais vous en avez marre tous les jours à 18h, c'est fou quand même. Je souhaite la bienvenue au 0826 300 300. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de votre fidélité. Merci pour cette belle saison avec vous. Et autour de cette table, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole, Pierre-Yves Martin, consultant indépendant, et Farid Temsamani, porte-parole de l'association Banlieue Plus et délégué général du think tank France Fière. Et vous, au 0826 300 300. Et c'est sur ce même numéro que vous laissez les messages et c'est sur ce même numéro qu'on les écoute. Oui, bonjour Sud Radio, Sabine de l'Hérault. Écoutez, je suis rentrée de 2 mois de congé et malheureusement, en rentrant dans les villages, on est en train de récupérer des oiseaux qui se jettent des tuiles des toits parce qu'ils ont trop chaud. Donc on est en train de ramener des faucons, on est en train de ramener plein de choses à la LPO et je pense qu'on n'est pas les seuls. Donc la canicule, ça touche aussi malheureusement les animaux. Et en ce moment, les oiseaux, c'est une hécatombe. Voilà, c'était juste pour vous le signaler parce que là, depuis qu'on est rentré ce week-end, c'est une hécatombe. Passez une bonne journée et à bientôt. C'est vrai que ce problème de canicule ne touche pas que les humains, manifestement. Mais bon, il faut
faudrait avoir une tendresse universelle, mais je vais aggraver mon cas. Je m'occupe des humains d'abord. Je sais, on va me dire que les animaux, je ne leur ferai pas de mal. D'abord les humains, après les oiseaux. Mais j'ignorais ça, que les oiseaux pouvaient ne pas supporter la chaleur, la canicule, et tomber comme des mouches, si j'ose dire. Pierre-Yves Martin. Donc il va falloir qu'on mette sur nos terrasses, nos balcons et nos jardins des petits abris. Des petits bœufs. Vous ne le faites pas déjà? Non. Je prends exemple sur vous, Philippe. Ah bah d'accord, dis donc, on est bien entouré là. C'est important et les animaux, parce que peut-être que dans l'ordre de priorité, on n'y pense pas systématiquement, mais notamment dans les zones très urbaines où parfois, je dis bien parfois, on enferme nos animaux, enfin pas moi, mais en tout cas, on enferme les animaux lorsqu'on va travailler, etc. C'est très, très, très compliqué dans ces moments-là où les habitats sont hyper chauds. Ouais, c'est vrai. Il faut faire attention quand vous prenez un animal. En tout cas, il faut veiller sur lui. Alors, si vous n'aimez pas ça, n'en prenez pas. Voilà. Absolument. Si vous avez raison, gérer. Et c'est souvent le problème. Le cadeau de Noël des enfants, un chien, un chat, puis on le laisse pendant une semaine avec des croquettes ou on le laisse en pleine chaleur sur un balcon, comme ça arrive assez souvent. On n'a pas de leçon à donner, mais en tout cas, faites quand même très attention. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le coup de gueule de Philippe David. Je pense que tous ceux qui ont 50 ans et plus sont des héros. Et ce sera le tour de table juste après. Avec Philippe, on fera quoi? On parlera de le favori d'Anne Hidalgo. Et avec vous, Farid Temsamani? Le déni de l'éducation nationale face à l'épisode caniculaire. Pierre-Yves Martin? On parlera de l'entreprise Carmat. Très bien. Carmat. Et non, on ne sait pas plus, on en saura de plus. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir autour de nous Philippe Bilger, Pierre-Yves Martin, consultant indépendant, Farid Temsamani, porte-parole de l'association Banlieue Plus et délégué général du think tank France Fière. Et nous avons la chance d'avoir Philippe David, un peu chafouin, mais on l'a quand même. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle la France, qui jour après jour ne cessera de m'étonner. Pourquoi la France? Parce que l'épisode caniculaire que nous vivons m'a permis de rajeunir de 49 ans en me disant que finalement, et sans le savoir, la France était peuplée à l'époque de héros qu'on pourrait presque qualifier de survivants et que j'avais eu la chance d'en faire partie. Retour en 1976, année de sécheresse, on ne parlait pas de canicule à l'époque, une sécheresse telle que le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, allait créer un impôt sécheresse vu les dégâts pour les agriculteurs. 1976, donc, je m'apprêtais à fêter mes 10 ans et à l'époque, nous sommes allés à l'école jusqu'à la fin des cours dans des salles de classe non climatisées et il ne serait pas venu à l'idée de mes parents, même en fin d'année scolaire, de me faire rater l'école parce qu'il faisait chaud. Et j'ai survécu. 1976 encore, mon père nous conduit, après avoir pris quelques jours de congé, ma grand-mère, ma sœur et moi, des Lilas à Lucin-Sauveur dans les Hautes-Pyrénées. Près de 900 km faits sur des routes nationales. Il n'y avait pas d'autoroute à l'époque, dans une GS non climatisée. On roulait bien évidemment avec les 4 vitres ouvertes et on avait des gourdes d'eau fraîche. Et nous avons survécu. 1976 donc, où après avoir traversé les champs de tournesol grillés sur place, nous arrivons à Luce où, malgré les 700 mètres d'altitude, la température est caniculaire. On boit beaucoup, on prend des douches fraîches, on ferme les volets et on sort en début de fin et en fin de journée sans qu'on ait besoin de nous dire que faire sur les 5 radios et 3 chaînes de télévision à l'époque. Ce mois de juillet 76, nos 2 parents et mon frère travaillaient dans des bureaux non climatisés et ils ont aussi survécu. C'est pourquoi je n'en peux plus de cette infantilisation qui nous répète « buvez, réhydratez-vous et ceci et cela ». Quand il fait froid, nous dit-on d'éviter de sortir torse nu pour ne pas attraper froid. Alors on nous dit que si on ne fait pas ces campagnes, on le reprochera à nos politiques. Le problème est que nous confondons personnages politiques et nounou et que le métier n'est pas du tout le même. Pour conclure en douceur, le slow d'été 76, grâce auquel nombre de couples se sont rencontrés et n'ayant pas pour première phrase murmuré à l'oreille de l'autre « T'es-tu bien hydraté avant de venir au bal ?» Merci beaucoup Philippe David. Philippe Bilger. Bravo mon cher Philippe, c'est votre billet, enfin qui me touche de très près, parce que je le trouve intelligemment réactionnaire. Et très souvent, je me sens en minorité, parce que je considère que ce qu'on appelle le progrès aujourd'hui, c'est non seulement une infantilisation, mais c'est une dépossession de l'humain. On nous dit, hydratez-vous, quoi penser ?
comment mourir demain, comment faire l'amour, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, eh bien, cela devient hallucinant. Bientôt, on nous dira comment être homme. La liberté, l'honneur, la responsabilité d'être homme. Vous avez été très profond, mon cher Philippe. Vous êtes d'accord ou pas ? Je suis complètement d'accord. C'est certainement un de vos billets les mieux... les plus efficaces. Les plus efficaces. Merci beaucoup, Cécile. Alors du coup, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est l'itinéraire entre les Lilas et les Hauts-de-Provence. Lucin Sauveur dans les Hautes-Pyrénées. Dans les Hautes-Pyrénées, pardon, ça m'intéresse beaucoup. C'était par la Nationale 20, etc. Et j'ai ma sœur Françoise qui vient de m'écrire, je travaillais à l'été 76 et on finissait 1 heure plus tôt. Et moi, du coup, j'ai bu un verre d'eau. Voilà, tout ça, c'est réglé. Merci beaucoup. Vous avez l'art de ramener tout le problème très haut. Oui, bien sûr. Et surtout à moi, ce qui est important. Franchement, quel beau slow à la fin. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Ah bah oui. Ouais, c'est ça. Et... Il y en avait à l'époque. Ouais. Tandis qu'aujourd'hui, il faut attendre 3h du matin et encore, c'est pas sûr. Allez, tout de suite. L'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et de façon plus sérieuse, 400 hectares sont partis en fumée dans l'Aude en pleine canicule. Le suspect a été mis en examen et placé en détention. À l'origine des flammes, un barbecue et un tourne-broche mal éteint transportés sur une remorque sur l'autoroute et qui a donc répandu ses braises dans la végétation. Le suspect, âgé de 33 ans, exerce comme commerçant itinérant, traiteur. Dimanche après-midi, il revenait d'un mariage pour lequel il avait assuré le repas à 15 km au nord de Narbonne. Il a été interpellé dans la foulée dimanche et vient d'être incarcéré car le procureur de Narbonne, Éric Camus, liste beaucoup de circonstances aggravantes qui ont abouti donc à ces flammes contre lesquelles les pompiers ont lutté depuis 2 jours dans l'Aude. Il s'agit d'un homme de 33 ans, un commerçant ambulant dont l'activité de traiteur itinérant était connue et reconnue. Il avait malgré tout été plusieurs fois condamné pour des infractions d'imprudence liées à des conduites en état alcoolique, des conduites sous l'emprise de stupéfiants et des conduites malgré le retrait de son permis de conduire. Au moment des faits, il ne possédait plus le permis de conduire, il n'avait pas d'assurance professionnelle et son véhicule n'était pas assuré. Le procureur de Narbonne au micro Sud Radio de Christine Bouillot, le trentenaire, a raconté s'être rendu compte du feu sur sa remorque via la caméra de recul de sa voiture, mais il avait déjà beaucoup roulé, trop tard. Les étincelles avaient essaimé dans la végétation. 400 hectares détruits dans les Corbières, incendie désormais sous contrôle. Le suspect encourt 3 ans de prison et une amende de 45 000 € d'amende, a précisé aussi le procureur. Là, le procureur a totalement raison. Le premier mouvement, c'était de dire peut-être, et après il explique, c'est un scandale. Mais c'est fou comme de pouvoir travailler sans permis, sans assurance, etc. C'est pas fou, Pierre-Yves Martin, vous qui êtes consultant. C'est pas ça qui me choque, moi. Ce qui me choque, c'est en fait quand j'ai entendu l'histoire hier, je me suis posé la question de savoir si le type était juste stupide ou s'il était complètement bourré. Mais visiblement, vu son historique, il était un peu les deux. Mais c'est voilà, c'est surréaliste. C'est pas stupide, c'est de son fiche complètement, parce que je sais pas. En fait, je me demande s'il n'y a pas un sujet de bêtise quand même à aucun moment de se dire braise, incendie, drogue. Parce que le procureur raconte aussi que la veille au soir, il avait donc quitté le mariage. Cette fois, il avait bien noyé, comme il dit, son barbecue en passant beaucoup d'eau dessus pour s'assurer que les flammes reprendraient pas. Mais alors le lendemain midi, effectivement, il a soit pas pris cette précaution, soit il l'a fait avec moins de soin, on va dire, en regardant moins de près. C'est pour ça que les vacances, faites très attention, parce qu'il y a un nombre de gens sur l'autoroute qui n'ont pas leur permis, qui n'ont pas d'assurance, qui roulent sous stupéfiants. La route des vacances, faites quand même très très attention, même si malheureusement on peut pas tout éviter. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous, on va revenir dans un instant avec nos amis autour de cette table qui ont des choses à dire, qui veulent porter des sujets. Philippe Bilger. Oui, on va parler de Emmanuel Grégoire, qui est, je commence tout de suite. Non, pas du tout, qui a gagné la primaire et sera donc le candidat et donc PS. C'est celui que ne voulait pas Anne Hidalgo. Absolument. Et Pierre-Yves Martin. Nous, on va parler d'une entreprise industrielle qui est en cessation de paiement. Voilà. Et avec vous, Farid Temsamani ? Pour continuer sur la canicule, on va parler du déni de l'éducation nationale. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. Vous pouvez réagir, bien entendu. On vous attend, on est ensemble jusqu'à 19h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Si comme nous, vous avez un collègue qui vous rappelle régulièrement ces blagues pourries hors antenne, que personne ne comprend. Je sais pas qui vous ciblez. Je ne vois pas. Ça commence par un P, ça finit par un E, et ensuite le nom de famille, ça commence par un D, et ça finit par un D. Ah. Voilà, je vais chercher. Non, mais elles sont tordantes en espagnol, apparemment. Ouais. J'ai du mal à les comprendre, mais c'est la fatigue, je pense. Allez, les amis, on vous souhaite la bienvenue autour de cette table. Philippe Bilger, bien entendu, Pierre-Yves Martin, Farid Temsamani, et c'est le tour de l'actu de nos vraies voix. Buenas tardes, amigos. Une petite blagounette, tiens, qu'on m'a raconté ce week-end. Mais non. Qu'est-ce que c'est qu'une douche sans eau? Je sais même plus. Une douche. J'ai rien compris. Le tour de table. De l'actualité. Celle-là, elle est drôle, Philippe David. Et elle est racontable. Allez, sérieusement, Philippe Bilger. En fait, un propos très court, j'ai vu avec plaisir, parce que même si je ne suis pas socialiste, vous le savez, je regarde un peu ce qui se passe autour, et si j'avais eu à choisir un candidat socialiste pour Paris, d'abord ça me fait plaisir que ce ne soit pas celui que voulait Anne Hidalgo. Et second élément, je crois qu'Emmanuel Grégoire, aussi discutable qu'il puisse être pour tous ceux qui ne partagent pas sa vision municipale, est tout de même un homme de qualité. Et donc, il va représenter un rival sérieux pour qui se présentera contre lui. Que ce soit Rachida Dati, si elle peut y aller, ou d'autres, en tout cas, il ne faut pas négliger ce qu'il va représenter. Et c'est très rigolo parce que si ce que j'ai entendu est vrai, en fait, Emmanuel Grégoire était le préféré de celui qui devait prendre la suite d'Anne Hidalgo. Et en fait, il est allé il y a quelques mois demander audience auprès de Nicolas Sarkozy, qu'il a obtenu pour parler foot et PSG. Anne Hidalgo l'a appris après, et elle était furieuse de cet écart de conduite, et donc du coup, ça aurait été le premier point de départ de cet abandon de poste. Je crois qu'il y en a eu d'autres. Je pense, mais c'est l'histoire que j'ai eue. C'est un peu léger, non? Enfin, je sais pas. C'est humain aussi. Et son favori, ils étaient trois à la primaire, Rémi Ferraud et Marion Veller, je crois, qui était la troisième candidate. Et c'est quand même un gros désaveu pour Anne Hidalgo, quand même. Non, parce qu'en général, un maire qui a été longtemps maire, il donne son successeur. Et là, c'est quand même le bide, non? Oui, Farid. Bon, c'est souvent les fins de mandature qui se terminent un peu comme en eau de boudin. En eau de boudin. En réalité, c'est ça. Mais pour moi, il est de toute manière comptable du bilan d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, puisqu'il a été son premier adjoint pendant suffisamment longtemps. La réalité, c'est celle-ci. Alors, il gagnera probablement, d'ailleurs, la mairie de Paris, si on ne change pas de mode de scrutin. Vaste programme. Vaste programme, Pierre-Yves effectivement. Martin, vous voulez parler de cette entreprise Carmat? Ouais, exactement, c'est une entreprise industrielle qui est implantée dans les Yvelines, qui a été créée en 2008 et qui cette semaine a annoncé s'être mis en cessation de paiement et donc en redressement judiciaire. Et donc du coup, derrière cette entreprise et derrière ce projet industriel, c'est quand même une entreprise qui a un sens pour moi extraordinaire, parce que son métier, sa proposition de valeur, c'est d'imaginer, expérimenter et commercialiser des cœurs artificiels. Donc je trouve que la mission est très belle. Ah oui. Et du coup, il y avait en plus, à l'origine de cette création en 2008, il y avait quand même une association française sur le plan industriel, notamment avec Matra, qui avait commencé à contribuer à travailler sur ces sujets. Donc je ne sais pas, pour en avoir discuté avec vous, je ne sais pas exactement quelle est la raison principale au-delà de la gestion de trésorerie. Je suis un peu gêné parce que peut-être que le modèle économique ne convenait pas, peut-être que la mécanique du cœur artificiel n'était pas pertinente sur du long terme. Mais c'est vrai que j'aurais apprécié que la Caisse des dépôts et consignations, par exemple, que la Banque des territoires puisse rentrer dans le capital pour essayer de voir si ce projet industriel ne pouvait pas être perpétué. Donc je voulais rendre hommage et avoir une pensée très, très émue, très positive pour les 180 collaborateurs, et j'espère que le génie français, ce fameux génie industriel français qui est tellement décrié, mais là qui existait dans cette entreprise, ne sera pas pillé par des acquéreurs étrangers, et que on restera sur un environnement français. Et d'ailleurs, je tiens juste à dire qu'il y a une campagne de dons qui a été lancée le 20 juin 2000 pour assurer la poursuite. Absolument, Pierre. Mais ils ont récolté que 19 000 euros.
Et donc du coup c'était vraiment l'opération de la dernière chance et ils n'ont pas réussi. Voilà. Mais qu'est-ce qui a entraîné le fiasco tout de même ? En fait, le cœur artificiel, il a un cycle de vie, une durée de 6 mois. Donc on est encore dans une phase d'expérimentation. Et le cœur, il vaut 150 000 €. Donc du coup, il s'était dit, on va avoir le soutien de la sécurité sociale qui va peut-être prendre en charge. Et il se trouve que la sécurité sociale n'a pas voulu se positionner, en tout cas dans l'immédiat. Donc c'est un sujet, je pense, de cycle de vie, de développement d'entreprise, que c'était beaucoup plus long que prévu, et que voilà. Ça pose pas quand même la question que les Français ont souvent des idées de génie, mais que c'est les autres qui les récupèrent. Parce que Internet, c'est le Minitel quand même qui est inspiré. Ça va peut-être être acheté par un groupe étranger. Américain ou chinois, bien sûr. Et parfois, il y a même des stratégies qui font qu'on fait volontairement couler des entreprises pour pouvoir les racheter, et notamment par des étrangers. Moi qui défends... Ou des fournisseurs. Moi qui défends ardemment l'innovation, parce que c'est le cœur d'une économie saine, c'est l'innovation. Là, on a affaire à une entreprise qui a innové, qui probablement n'a pas forcément rencontré son marché, comme on dit, pour différentes raisons, parce qu'ils sont peut-être trop tôt, ou etc. Mais nous, en tant que France, en tant que pays, normalement, notre responsabilité, c'est d'accompagner ce type de projet. Bien entendu qu'il y a des choses peut-être un peu plus complexes à voir, mais moi, je trouve toujours ça très décevant. Au-delà des chercheurs qui, par la force des choses, ou des ingénieurs qui ont cette qualité-là, vont trouver meilleur endroit, notamment un meilleur climat. Alors, j'allais dire les États-Unis, c'est pas forcément le cas en ce moment, mais tout simplement la Chine, la Turquie, qui vont les accueillir à bras ouverts, tout simplement. Moi, je trouve ça dommage d'avoir potentiellement des cerveaux comme ça qui vont quitter notre pays. Puisque vous avez la parole, Farid Temsamani, sur le déni de l'éducation nationale face aux réalités caniculaires. Voilà, je voulais aborder non pas la canicule, puisque ça a été abordé notamment par Philippe, on en a connu d'autres dans les années 70, notamment en 1976, mais c'est ce déni de l'institution vis-à-vis des écoles et des parents d'élèves de notre pays. On a une ministre, en tout cas un ministère, qui envoie un élément de langage dimanche en disant faites attention, il va faire chaud cette semaine, sous prétexte qu'on ne le savait pas. Ça fait des semaines qu'on attend finalement cette fameuse canicule, et on préconise aux enseignants qui sont complètement livrés à eux-mêmes sur les écoles, vous faites en sorte d'aérer d'une certaine manière. En réalité, notre pays, encore une fois, c'est l'exemple qui donne notamment à cette jeunesse-là. Lorsqu'on a une institution qui est incapable de prendre à bras-le-corps la difficulté caniculaire, ou d'anticiper. Que voulez-vous que cette jeunesse puisse penser de ces institutions, de son personnel politique, des adultes au sens très large? Et moi, ça m'inquiète. Et c'est malheureusement, encore une fois, à l'image de cette institution, ce qu'on appelle l'institution de Grenelle, qui est complètement déconnectée pour des raisons probablement parce que l'on veut pas, on veut pas décaler tel ou tel concours ou tel examen parce que ça signifierait des frais supplémentaires, etc. Je pense qu'on est complètement à la ramasse là-dessus. Philippe Béja. On en a un peu parlé hier, et je n'ai pas l'impression que ce soit un déni de la canicule, Farid, mais le fait que peut-être on n'a pas trouvé une réponse structurelle à quelque chose qui arrive de manière exceptionnelle. Est-ce que c'est si grave ? Alors, là où c'est grave, c'est qu'on a des enfants qui sont pas en mesure, en réalité, de poursuivre la scolarité ce jour-là, par exemple, aujourd'hui, mardi 1er juillet, parce qu'il fait canicule. Ça ne coûte rien, puisqu'au final, c'est ce qui se passe. On a eu, aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, 1730 ou 1530 fermetures d'écoles. Qu'est-ce qui coûtait à notre cher ministre dimanche ou peut-être vendredi? Attention, la semaine prochaine, nous avons un épisode assez exceptionnel. Les adultes, vous êtes en mesure, comme le faisait Philippe, de survivre d'une certaine manière à cette canicule. Les enfants qui ne pourront pas, finalement, nous allons les fermer, nous allons mettre à disposition un certain nombre de moyens pour les parents pour pouvoir les garder, etc. Eh ben non, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez des parents d'élèves qui déposent leurs enfants le matin et qui vont aller travailler, et à 10h, on va fermer l'école à midi en réalité. Et c'est ça que je dénonce d'une certaine manière, l'impréparation globale.
Absolument. Allez, merci beaucoup les amis. Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur cette information en visite en Algérie. Le député LFI Sébastien Delogu salue l'accueil reçu sans un mot pour Boualem Sansal ni Christophe Glaise, le journaliste de SoFoot, récemment condamné à 7 ans de prison. Il préfère critiquer en tout cas les médias français. Et il y a quelques minutes, la France Insoumise sur son compte Twitter s'est désolidarisée de Sébastien Delogu en estimant que ça n'était ni le groupe parlementaire et de la France Insoumise, ni le mouvement qui pouvait le soutenir. On va en parler dans un instant. Alors parlons vrai, est-ce que cette interview qui dresse des couronnes de laurier à l'Algérie en dénigrant la France vous choque? À cette question, Delogu à Alger, LFI est-elle prête à toutes les outrances et compromissions? Vous dites oui à 95%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et on en parle dans un instant, restez avec nous, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. C'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Moi, je suis très fier que le peuple algérien ainsi que le gouvernement prend sa part dans le combat que nous menons pour le droit international. Et moi, je suis venu pour comprendre ce qu'il se passe et ce qu'il s'est passé et ce que vous avez aussi à nous apporter. Parce que de l'autre côté de la Méditerranée, quand vous écoutez les médias, vous avez l'impression que c'est l'Algérie qui, aujourd'hui, est coupable de tout. Et on visite en Algérie le député LFI Sébastien Delogu salue l'accueil reçu en Algérie, sans un mot pour Boualem Sansal ni Christophe Glaise, récemment condamné, je rappelle, 7 ans de prison. Il préfère critiquer les médias français. Et il y a quelques minutes, la France Insoumise donc s'est désolidarisée de Sébastien Delogu en disant qu'il s'était exprimé de façon personnelle en Algérie, qu'il n'engage ni les groupes parlementaires de la France Insoumise, ni les mouvements. Et il répète aussi qu'il demande la libération immédiate et qu'il renouvelle l'exigence de voir libérer Boualem Sansal ainsi que Christophe Glaise. Voilà pour leur communiqué de presse, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que ce comportement peut être porteur électoralement? À cette question, Delogu à Alger, LFI est-elle prête à toutes les outrances et compromissions? Vous dites oui à 95%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger. Je crois qu'on abuse un petit peu aujourd'hui du terme trahison, intelligence avec l'ennemi, mais tout de même, l'attitude d'un Sébastien Delogu qui va en Algérie, qui embrasse et célèbre le drapeau algérien et qui, à l'évidence, montre toute sa sympathie pour un régime qui est une dictature qui offense les nôtres, c'est tout de même très proche de tout cela. Mais il y a une espérance et un miracle. Je dirais le miracle, c'est que pour la première fois, LFI désavoue d'une manière nette et claire le Sébastien Delogu, un député dont on comprend mal comment le suffrage universel a pu l'élire. Et l'espoir, et il est ténu, c'est que peut-être cela représente un début de prise de conscience de LFI devant le caractère totalement scandaleux de certains propos et certaines attitudes. Je n'en suis pas sûr sur ce plan-là. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, Philippe. Néanmoins, je trouve que le mal est fait. Et qu'en fait, en France, ce que les différentes communautés et populations ont pu comprendre de cet épisode, c'est pas le communiqué de presse de LFI, c'est la déclaration de Delogu. Et c'est ça qui me gêne, c'est que ça y est, le mal est fait, et donc du coup, on peut pas s'empêcher d'imaginer une interprétation possible à des fins électoralistes. Et du coup, c'est jouer avec le feu, et c'est jouer sur l'unité du pays. Donc du coup, c'est quelque peu inquiétant. Farid Temsamani. Moi, je pense, pardonnez-moi, mais je pense qu'il en a un peu strictement rien à faire de l'unité du pays. Il prépare. Mais nous, on y est attentifs, donc c'est pour bien ça. sûr, mais ce député-là de notre pays, en l'occurrence, prépare les élections municipales, ou alors, à minima, sa réélection potentielle à l'Assemblée nationale. Désolé, il est plutôt bien placé dans les sondages des municipales à Marseille. Et on appelle ça comment? On appelle ça le clientélisme électoral. Tout simplement. Souvenez-vous, alors je ne veux pas faire de parallèle, lorsqu'on avait des parlementaires, notamment européens, mais de nationalité française, qui allaient cirer les pompes d'un certain Bachar el-Assad, en pleine guerre civile en Syrie.
Alors c'est pas comparable, hein, naturellement, mais pour moi ça s'appelle le clientélisme électoral. Pourquoi ? Parce qu'il faut le dire, nous avons à Marseille une communauté franco-algérienne assez importante. Vous ne pouvez pas gagner les élections, et je pense que la ville étant gouvernée à gauche, si je ne dis pas de bêtises, donc il y a une concurrence entre les gauches en réalité à Marseille, et il prend juste les devants. Ça me rappelle quelqu'un à l'échelle nationale qui s'appelle François Hollande, qui faisait, alors pas les mêmes déclarations naturellement, parce que l'un, avec tout le respect que j'ai pour mes amis chauffeurs de taxi, l'un était chauffeur de taxi et l'autre n'était que chauffeur de scooter, non pardonnez-moi, mais en réalité ça n'est que la même chose, ça s'appelle du clientélisme. Et là où c'est malheureux, c'est que nous vivons dans une époque, et ça va s'aggraver, où en fait cette notion de communauté, comme tu le disais, c'est ça qui est malheureux, c'est qu'au lieu d'avoir un raisonnement pour notre pays, etc., on va chercher comment flatter les uns et les autres. Et moi je trouve ça complètement, bien sûr, scandaleux. Et la difficulté, c'est que plus on avance, plus on creuse d'une certaine manière, et plus c'est compliqué d'avoir un discours rationnel ou un discours qui dit mais non, on ne peut pas dire ça dans un contexte où on a des Français qui sont condamnés symboliquement en Algérie aujourd'hui. Alors il y a un tweet qui dit non, il ne s'est pas exprimé de façon personnelle, mais en qualité d'élu sous l'étiquette France Insoumise de la NUPES. Est-ce que Philippe Belgière, enfin vous autour de cette table, on peut imaginer qu'un élu de la République française puisse aller dans un pays avec lesquels on a des problèmes de diplomatie sans que personne le sache, et en électron libre? Est-ce que c'est possible que la France Insoumise à aucun moment se dise il est parti et fasse ce tweet? En fait, je pense que ils le font parce qu'ils voient que ça crée un vrai problème. Vous avez raison, Cécile, et Farid aussi. Je crains que vous ayez raison avec votre vision cynique de la politique selon Sébastien Delogu. Moi, je suis naïf. J'imagine toujours que malgré le clientélisme politique, il y aura quelque chose de plus haut que cela. Et malheureusement, ça n'est jamais le cas. Et juste une question, Farid. Vous vous apprêtiez à attaquer François Hollande. Mais sur quel plan ? En quoi est-ce comparable ? On parlait tout à l'heure de la relation entre Paris et Alger. Mais parmi les gens qui ont une responsabilité d'avoir laissé pourrir d'une certaine manière cette relation-là, il y avait François Hollande. Puisque François Hollande a été élu avec le soutien, il faut le dire, d'Alger. Alors je ne vais pas ici dénoncer un certain nombre de choses, mais la réalité c'est ils ont été chercher cet électorat-là, notamment avant les élections, bien sûr, avant les élections présidentielles de 2012. Et donc d'une certaine manière, il a sa part de responsabilité. Juste pour terminer sur la France Insoumise, avec ce tweet-là où d'une certaine manière ils sont un peu gênés, on se désolidarise. Il y a une chose très très simple à faire en réalité, c'est l'exclure du groupe. Bien sûr. Tout simplement. Et là je dis chiche. Ça n'arrivera pas. Non. Martin voulait réagir. Oui, je voulais réagir sur le propos de Cécile. Je m'interrogeais, je connais pas la réponse, je m'interrogeais sur le fait de savoir si la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale n'avait pas le pouvoir de savoir si ces membres députés, je sais pas. S'ils y vont à titre personnel et pas lors d'un voyage officiel, ils vont où ils veulent, à mon avis. Je sais pas. Mais par contre, il y a une question que je me pose en relisant bien le communiqué. Il n'engage ni les groupes. Nous protestons contre l'arrestation. Bon, très bien. Mais quand certaines personnes se sont opposées à Jean-Luc Mélenchon, à la France Insoumise, on peut dire que les réactions ont été autrement plus viriles que ce tweet. Est-ce que c'est pas juste un tweet un peu pour arrondir les angles, vu le tollé provoqué par cette vidéo de près d'une demi-heure quand même, ce qui fait un certain temps d'interview? Parce que quelqu'un aurait fait autre chose, aurait tapé sur, je sais pas, un pays, aurait tapé sur le Venezuela, je pense qu'il aurait été exclu de la France Insoumise dans la minute qui suivait, non ? On est tellement habitué à la vilainie de LFI que finalement, moi-même, le premier, je me dis qu'il y a un petit progrès. Derrière tout cela, ça n'est pas le leader charismatique qui est attaqué. En réalité, c'est la maladresse, selon LFI, de Delogu à l'égard de l'Algérie. Tant que Mélenchon est sauf, il n'y a pas de problème. Mais c'est fou, en fait, de ce parti entre Rima Hassan, qui défend la Palestine et qui crache sur la France, entre Delogu, qui défend l'Algérie face à la France. Et en fait, on a l'impression que ça ne dérange personne. C'est quand même assez dingue, qui ont été élus par des Français sur le territoire français, qui sont payés par les Français. Un peu de respect quand même, peut-être, non ? Mais Cécile, est-ce qu'on peut aborder sans tabou le vrai sujet ? Oui. Le sujet, c'est que nous avons des parlementaires qui défendent-ils leur population française
vivant en France, payant des impôts en France, ou parfois des intérêts complètement étrangers. La réalité, c'est qu'on est en droit de se poser la question. Et moi, à titre personnel, par exemple, j'ai toujours douté, puisque Sébastien Delogu, le député de la France Insoumise, dit voilà, je suis moi-même issu de cette histoire. Ce qui est très juste, hein, c'est sa lignée potentielle. On se pose la question, est-ce qu'il est franco-algérien d'ailleurs, premièrement. Et moi, j'ai toujours été contre justement ces députés qui avaient des doubles, voire des triples nationalités. Et je pense que lorsqu'on est parlementaire français et qu'on siège à la nation, qu'on défend les intérêts de notre pays, à un moment donné, il faut être juste. Et là, surtout qu'en Algérie, il n'y a pas pour eux, il est franco-algérien, il est algérien, il n'est pas français. Hein. Alors, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure sur Boualem Sansal, c'est qu'en réalité, qui pour eux n'est pas français. C'est que pour eux, il n'est pas français. Ouais, c'est ça. Et je le sais suffisamment bien parce que mes parents m'ont enregistré, par exemple, au consulat marocain, parce que mes parents sont d'origine marocaine. La réalité, c'est que dès lors que vous avez une inscription à un moment donné ou à un autre, lorsque vous atterrissez dans ce pays-là, vous n'êtes pas considéré avec votre deuxième ou troisième nationalité, mais uniquement là-dessus. On avait eu le même sujet, vous souvenez-vous, alors c'est politiquement incorrect de le dire, mais Yair Habib, à l'époque, lorsqu'il était député, on se posait la question, est-ce qu'il était député notamment d'Israël. Est-ce qu'il était député des Français d'Israël ou est-ce qu'il était député d'un autre pays? Eh bien, là, finalement, avec la France Insoumise, qui critiquait à juste titre, mais Yair Habib, aujourd'hui, se retrouve pour moi dans la même situation. Allez, 0826 300 300, c'est Simon qui nous appelle de Perpignan. Bonsoir Simon. Bonsoir Simon. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Je voulais intervenir là pour l'histoire de Sébastien Delogu. Hein. Celui-ci a franchi la ligne rouge, puisqu'à LFI c'est un peu désolidarisé. Bon, mais je pense que ça va pas durer, ils vont vite le récupérer. Mais bon, je rejoins les propos de votre intervenant précédent. Un député français, il doit représenter son pays. Et les intérêts des pays autres ne doivent pas interférer dans les idées et contre la France. C'est pas possible. C'est inadmissible. De toute façon, on pourrait, il y a Delogu, il y a bien d'autres, et d'autres qui sont pas forcément d'origine française, LFI. Il y a plusieurs députés qui devraient être, de toute façon, on devrait leur retirer leur mandat. Quand ils prennent des positions qui risquent de mettre la France à défaut, ils devraient être sanctionnés vis-à-vis de ça. Et de l'immunité parlementaire retirée, et même le mandat parlementaire retiré. Quelle que soit la légitimité qu'on peut avoir du fait de l'élection. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, parce qu'on ne peut pas retirer le mandat d'un élu dès lors qu'il a été élu. Mais on peut l'exclure. Sauf en cas de trahison, par exemple. Oui, est-ce que vous pensez qu'il faudrait exclure de la France Insoumise Sébastien Delogu, 0826 300 300? Pardon, Simon. Réaction de Philippe déjà, peut-être. En réalité, derrière ce scandale de Sébastien Delogu, on pourrait se pencher sur diverses attitudes au fil des années qui ne représentent pas forcément une trahison. Mais rappelez-vous, à un certain moment, même un honnête homme comme Jean-Pierre Raffarin avait été mis en cause parce qu'on avait l'impression qu'il les intérêts économiques chinois avec l'approbation du régime chinois. Donc c'est parfois compliqué, même quand on est de bonne foi, de distinguer une pensée politique de quelque chose qui relève carrément d'une concession scandaleuse. Pour le cas de Jean-Pierre Raffarin, c'était un homme d'influence, de pouvoir, qui avait exprimé de nombreuses fois son attachement à la Chine et donc au réseau économique chinois. Donc, en fait, il fait son job d'intermédiaire, de go-between. Il le faisait bien. Bon, après, effectivement, peut-être un peu trop. Il y a peut-être des limites. Là, dans le cas de Delogu, il y a quand même une capacité à animer, stimuler, exciter différentes communautés qui vivent en France, qui ont une nationalité française ou une double nationalité, à des fins électorales. Donc du coup, il y a quand même, c'est pour ça que je parlais de l'unité du pays tout à l'heure et que tu me disais gentiment avec une petite pointe d'ironie que j'étais naïf, etc. Mais il y a quand même un vrai sujet, c'est que si on laisse émerger un mode sociétal avec uniquement des communautés qui le plus souvent vivent contre, enfin leur modèle de pensée est basé sur le fait que il faut être contre l'unité du pays de la France, contre la France, que la France n'est pas le bon projet de société, etc. C'est ça, moi, mon inquiétude, et à vous entendre et à t'entendre avec beaucoup de sincérité quand tu as parlé,
je ne peux avoir qu'une vision très pessimiste de l'avenir, parce que j'ai l'impression que tout s'effrite en fait. En fait, malheureusement, nous avons déjà basculé. Et soit on prend la mesure du souci pour essayer de construire quelque chose pour les 100 prochaines années, soit on arrive à ce qu'on appelle une balkanisation à l'intérieur même de notre pays. Ou une libanisation, comme disent certains. Ou une libanisation. La réalité, elle est celle-ci. Et là où je suis pas forcément d'accord sur Jean-Pierre Raffarin, vous avez des pays où en fait c'est impossible qu'un ancien Premier ministre qui a eu des secrets défense puisse travailler pour des pays aussi importants que la Chine. J'ai un autre exemple, c'est politiquement également incorrect. On a un ancien Premier ministre qui lorsqu'il a quitté ses fonctions, s'est présenté dans un autre pays. Vous voulez parler notamment de Fillon qui est parti travailler pour la Chine. Mais comme Gerhard Schröder. Fillon, par exemple, exactement. Juste un petit mot, pardon. C'est scandaleux. Pour revenir sur Sébastien Delogu, est-ce que ça nous montre pas finalement de se dire que quand on est député, il faut un minimum de bagages, parce que quand on confond sur Jean-Luc Mélenchon avoir du caractère et caractériel, est-ce qu'il faut pas un minimum de bagages aujourd'hui, d'instruction, de bagages, et ça montre les limites aussi. Oui, parce que quand il avait dit sur ce studio, je connais pas Pétain, mais je crois que c'est un raciste. Vous avez raison, Cécile, d'autant plus qu'au départ, je pensais le contraire. C'est-à-dire que je considérais que certains députés, notamment une femme de ménage, apportaient quelque chose de simple et de populaire. Mais en réalité... Je parle pas de métier, je parle d'instruction. On peut avoir un métier très instruit. C'est sûr que ça induit une pauvreté absolue dans l'exercice du métier de député. Merci en tout cas, messieurs, autour de cette table, Farid Temsamani, Pierre-Yves Martin et Philippe Bilger. Et dans un instant, avec Philippe David, on va faire le tour de France. On va parler des saisonniers, on va parler bien sûr des lieux sur lesquels vous allez partir en vacances, et on verra où on en est en matière de saisonniers. On en parle dans un instant, à tout de suite.